J'ai piégé ma future ex-femme infidèle en lui faisant croire que je la trompais, puis j'ai disparu comme un ninja fantôme en mode thermonucléaire et je lui ai servi les papiers du divorce le jour de Noël. 23 ans ensemble. 2 enfants. Toute une vie construite. Et malgré tout, elle a tout jeté à la poubelle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'histoire ne s'arrêterait pas le jour où elle m'a trahi. En réalité, c'est là que tout a commencé. Elle s'appelle Suelen. Ma future ex-femme et mon amour de lycée. Nous avons commencé à sortir ensemble en 1992, nous n'avions que 17 ans. Aujourd'hui, nous avons 45 ans et nous sommes restés ensemble depuis. Elle a été la seule femme de ma vie. Nous nous sommes mariés 5 ans plus tard, à 22 ans, tout juste diplômés de l'université. 1 an plus tard, nous avons eu notre premier enfant, puis est arrivé le deuxième. Aujourd'hui, ils ont 22 et 17 ans. Je lui ai donné 23 ans de ma vie, j'ai construit une maison, j'ai travaillé dur pour lui offrir la vie qu'elle voulait. Bien sûr, nous avons traversé des moments difficiles, quel mariage n'en connaît pas? Mais même dans les pires périodes, nous avons toujours trouvé un moyen de surmonter les obstacles et d'en sortir plus fort. C'est justement pour cela que découvrir sa liaison a été un véritable choc. Flashback en mars 2020. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. 2 mois auparavant déjà, notre relation traversait une phase étrange. Je me remettais d'une chirurgie reconstructive au genou, rupture d'un ligament en 2019, et je n'avais pas encore retrouvé toute ma mobilité. Je pouvais à peine plier le genou à 55%. Cela affectait beaucoup de choses à la maison. J'étais en congé avec indemnisation, puisque l'accident avait eu lieu au travail, et je n'arrivais pas à accomplir mes tâches habituelles. Beaucoup de choses restaient en suspens. Mes enfants aidaient comme ils pouvaient, mais certaines tâches n'étaient faisables que par moi et finissaient soit abandonnées, soit laissées à ma femme, ce qui l'agaçait. Notre vie intime s'était également arrêtée. Elle diminuait déjà avant l'accident, mais dans ces conditions, elle a disparu complètement. Ces derniers mois, Suelen avait commencé à passer plus de temps avec ses collègues après le travail. De novembre 2019 à mars 2020, c'était devenu une routine. Naturellement, je ne me suis douté de rien. En 23 ans de relation, je n'avais jamais eu de raison de douter d'elle. Moi aussi je sortais avec mes amis, et tout avait toujours été normal. C'est en janvier que j'ai remarqué un changement, Suelen est devenue visiblement distante. Nous étions un couple en crise, mais elle ne m'avait jamais refusé d'affection. Les câlins et les baisers ont cessé du jour au lendemain. Son téléphone, qu'elle utilisait toujours auparavant pour partager des recettes, des idées de bricolage, des mèmes Pinterest, elle le cachait désormais. Même ses conversations avec moi devenaient plus sèches, comme si elle n'avait plus de patience. Arrive mars. La pandémie éclate, New York ferme tout. Nous travaillons tous les deux dans des secteurs essentiels, donc nous continuons à sortir. Je venais tout juste d'être autorisé à reprendre le travail après 5 mois d'arrêt et j'étais enthousiaste. Rester bloqué en rééducation m'avait rendu fou. Pour vous situer, j'ai toujours été très actif arts martiaux, salle de sport 4 fois par semaine, en plus de nombreux projets à la maison. Dès les premières semaines du confinement, Suelen m'a dit qu'elle devrait commencer à faire des heures supplémentaires. Cela m'a semblé normal, vu son secteur. Mais ce n'était pas un jour sur 2. C'était tous les jours. Et pas seulement 1 ou 2 heures de plus, elle rentrait 3 heures après son horaire habituel, filait directement sous la douche, passait quelques minutes avec moi, quelques-unes avec notre fils de 17 ans, l'autre vivait déjà avec sa petite amie de l'autre côté de la ville, puis allait dormir. Quand j'ai retrouvé un peu de mobilité dans mon genou, nous avons repris une certaine intimité. Mais il était évident qu'elle n'était plus là émotionnellement. Elle était présente physiquement, mais son esprit était ailleurs. Début avril, tout a commencé à s'éclaircir. Tous les signes indiquaient une liaison. J'ai décidé de chercher des réponses. J'ai passé des heures à fouiller sur Internet les signes d'infidélité et, évidemment, elle cochait presque toutes les cases. Alors, ma recherche est passée à « Comment trouver des preuves ?» J'ai commencé par les réseaux sociaux. J'ai revisité ses anciennes publications Facebook. Les photos semblaient normales, nous, nos enfants, elle avec des amis, et beaucoup de photos lors d'afterwork avec des collègues. Et c'est là que j'ai remarqué, sur plusieurs de ces photos apparaissait un type que je n'avais jamais vu. Toujours trop proche d'elle. Bras sur l'épaule, main dans le bas du dos. Trop d'intimité pour quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai immédiatement ressenti un goût amer dans la bouche.
Mais le pire restait à venir, j'ai découvert que ce type était, apparemment, un ami à elle. Sur Facebook, je remarque qu'il fait partie de ses abonnés. Je décide alors de chercher son profil et, devine quoi, je suis bloqué. Pourquoi diable serais-je bloqué du profil de ce type, alors qu'il reste ami avec ma femme? À ce moment-là, je suis passé en mode détective. Je ne cherchais plus à nier, je savais qu'elle me trompait avec ce gars. Ma mission était de découvrir depuis combien de temps cela durait. Et c'est exactement ce que j'ai fait durant avril et mai. J'ignorais totalement à quel point on pouvait obtenir des informations à travers les relevés de téléphone et de mail. Je l'ai découvert grâce à notre forfait familial, qui m'a permis d'accéder à beaucoup de données. Son historique montrait qu'entre octobre 2019 et avril 2020, les 2 numéros les plus fréquents avec qui elle parlait étaient le mien, évidemment, et un numéro que je n'avais jamais vu auparavant. Devine à qui il appartenait? Une recherche rapide sur Google a confirmé, le type des photos, celui-là même qui m'avait bloqué sur Facebook. Polo, c'est son nom. Le tableau devenait de plus en plus clair. Mais beaucoup de messages étaient incomplets, preuve qu'elle en effaçait la majorité. Je savais que j'étais trompé, mais je n'avais pas encore l'arme fumante, la preuve irréfutable. Et j'en avais besoin. C'est alors que j'ai confié ma découverte à mon meilleur ami, Ottavio. Il m'a demandé si je l'avais déjà confronté. J'ai répondu que non, parce que je ne pensais pas avoir assez de preuves. C'est là qu'il m'a parlé d'une application qui permettait de surveiller les communications en temps réel. Je l'ai installée, synchronisée avec notre forfait, et j'ai attendu. Quelques jours plus tard, j'ai vu de mes propres yeux un échange de messages entre eux. Ils parlaient de la nuit merveilleuse qu'ils avaient passée et fixaient déjà leur prochaine rencontre pour le week-end. Preuve définitive. Dire que j'étais dévasté serait faible. Ce fut mon jour J. J'ai passé 2 jours en miettes. Je me suis volontairement éloigné d'elle. Elle a senti que quelque chose n'allait pas, elle s'est montrée nerveuse, tentait de me réconforter, me demandait ce qui se passait. Je n'arrivais même plus à la regarder. Cette femme, à qui j'ai donné 23 ans de ma vie. Cette femme, à qui j'ai tout offert. Et elle a piétiné notre mariage pour un type seulement 5 ans plus âgé que notre fils aîné. Le 3e jour, la tristesse a disparu. J'étais furieux. J'ai raconté à Ottavio que mes soupçons étaient confirmés. Il m'a demandé si je l'avais confronté. J'ai dit non, parce que je voulais me venger. Je ne voulais pas seulement divorcer. Je voulais détruire. Je voulais laisser sa vie en ruine. Et j'ai commencé à planifier. Dans mes lectures sur l'infidélité, une phrase m'avait marqué, l'ennemi de l'infidélité, c'est l'imprévisibilité. Ce serait la base de ma stratégie. J'allais transformer sa vie en enfer, tout en préparant secrètement ma sortie. Début juin. J'avais encore l'application installée. Presque chaque soir, je rassemblais des données de leur conversation. C'était comme s'ils étaient dans une relation officielle, messages affectueux, envois de nudes, projets d'avenir. Un véritable cirque. Je ne lisais même plus attentivement. Je les archivais simplement sur mon serveur privé, en organisant les preuves. Pendant ce temps, j'ai commencé à changer mon comportement. Je sortais à des horaires étranges. Je rentrais à la maison encore plus tard qu'elle. J'utilisais mon téléphone bien plus souvent, toujours devant elle. Quand elle me demandait ce que je faisais, je répondais, mes affaires. Et je rangeais mon portable. J'ai aussi changé tous mes mots de passe, réseaux sociaux, email. Pendant tout notre mariage, nous n'avions jamais eu de secret. Mais, curieusement, au début de sa liaison, elle avait fait la même chose, sous prétexte de sécurité. Un beau prétexte pour dissimuler sa trahison, n'est-ce pas? J'ai partagé mon plan avec Ottavio, ma sœur aînée et 2 amis proches, Joël et Nina. Ce sont des personnes en qui j'ai une confiance absolue. Ottavio est mon frère de cœur depuis l'enfance, Joël et Nina je les connais depuis le lycée. Retiens bien le nom de Nina, car elle sera importante plus tard. Juillet. Suelen est entrée en mode paranoïa. Elle m'envoyait des messages et m'appelait tout le temps. Tu seras à la maison quand je rentrerai? Quand est-ce que tu reviens? Qu'est-ce que tu fais? Les graines que j'avais plantées commençaient à germer. Et j'avais toujours accès à ses conversations avec Polo. Elle se confiait à lui, disant que j'étais distant et froid. Quelle audace!
Elle racontait à son amant qu'elle était blessée parce qu'elle croyait que je pouvais être infidèle. Lire ça m'a fait éclater de rire, seul, pendant des heures. Ma femme infidèle, se plaignant auprès de son amant qu'elle me soupçonnait d'une éventuelle trahison. Pendant ce temps, moi, je ne voyais personne. Quand je sortais, c'était pour boire avec Ottavio et Joël, regarder des combats, passer du temps avec mes frères. Ou bien aller chez ma sœur de 52 ans, avec mon beau-frère de 58 ans, qui est comme un grand frère pour moi. Elle était au courant de l'infidélité, mais pas de mon plan, puisque mon beau-frère a tendance à trop parler. Octobre. Les choses sont devenues sérieuses. J'étais déjà dans ma fausse trahison depuis 3 mois. Suelen perdait la tête. Depuis le début de mon plan, je ne l'avais plus touchée. Aucun câlin, aucun baiser, rien. Zéro intimité. Évidemment, elle n'en manquait pas, elle continuait de voir Polo, que ce soit chez lui ou dans des motels. Le 20 octobre 2020, elle m'a appelé au travail pour me demander de rentrer directement à la maison, car elle devait me dire quelque chose d'important. Une partie de moi croyait qu'elle allait enfin avouer sa liaison. Mais bien sûr, non. Je suis rentré et elle m'a demandé si j'étais malheureux dans notre mariage. Quel culot! Elle s'est plainte que je passais trop de temps dehors, que je ne montrais plus d'affection, que notre vie intime était morte. Elle a dit qu'elle avait peur que je m'éloigne par ressentiment. Et là, elle lâche la perle, elle m'a demandé, à bout de souffle, si je la trompais. Mon Dieu, je me suis roulé par terre de rire. Et quand je dis rire hystérique, je parle d'un niveau Joker sous gaz hilarant. En surface, pour elle, on aurait dit que je riais juste de l'idée absurde d'être infidèle. Mais en réalité, je riais de l'ironie insensée de la situation sous mes yeux. J'étais là, les larmes aux yeux, frappant le sol et riant sans m'arrêter pendant 2 bonnes minutes, avant de réussir à me calmer. Quand j'ai enfin repris mon souffle, je me suis assis, je l'ai regardé dans les yeux pour la première fois depuis des mois, j'ai hoché la tête sans dire un mot. Je me suis levé, j'ai embrassé le sommet de sa tête, puis j'ai poursuivi ma routine du soir. Plus tard, dans mon bureau, j'ai pensé, tu sais quoi? Après cette scène, voyons ce qu'elle raconte à son amant. J'ai ouvert l'application et, évidemment, ils échangeaient des messages en temps réel. Elle a écrit à Polo. Je sais qu'il me trompe. Je lui ai demandé aujourd'hui et il a littéralement ri au nez. Il est tombé par terre et a ri pendant 5 minutes. Il se fiche complètement de ce que je ressens. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il est parti. Je sais que je l'ai perdu. C'est du karma, je le sais. Le sourire qui est né sur mon visage devait être identique à celui du chat de Cheshire. Elle était en lambeaux. Polo a tenté de la consoler, en disant que si je me souciais vraiment d'elle, elle n'aurait jamais eu besoin de se tourner vers lui pour combler ce que je ne donnais plus. Mais le ton de ses réponses montrait clairement qu'elle doutait déjà. Quelle faiblesse ridicule! Elle avait eu le cran de quitter son mariage parce que j'étais incapable d'assumer mes rôles de mari à cause d'une blessure réelle. Elle avait entretenu cette liaison pendant presque 1 an entier. Mais il avait suffi qu'elle imagine me perdre au profit d'une autre femme pour qu'elle vacille. Pendant tout ce temps, j'exécutais déjà la 2e partie de mon plan de vengeance, mettre de l'ordre dans mes affaires financières. En septembre, j'ai rencontré un avocat spécialisé en droit de la famille pour commencer à préparer les papiers du divorce. J'avais déjà accumulé une montagne de preuves de son infidélité. Et comme New York est un État où le divorce peut être prononcé pour faute, la quantité de preuves solides que j'avais réunies garantissait pratiquement que j'allais l'écraser devant le tribunal. L'avocat m'a conseillé d'organiser toutes mes finances en vue du partage des biens. J'ai fait bien plus, j'ai transféré tout l'argent de notre compte commun sur un compte uniquement à mon nom. J'ai également commencé à chercher un appartement, partie intégrante de la phase 2 du plan. Novembre. Je n'ai pas changé mon comportement. Au contraire, je l'ai intensifié. Et c'est là que mon amie Nina est entrée en scène. Contexte, Suelen et Nina n'ont jamais été proches. J'ai connu Nina en première année de lycée, 2 ans avant de rencontrer Suelen. Depuis cette époque, Suelen la voyait comme une menace, parce qu'elle était mon amie la plus proche du sexe opposé. Elle ne l'a jamais dit clairement, mais elle a toujours montré de la méfiance. De son côté, Nina n'a jamais été fan de Suelen non plus. Au début de ma relation, Nina m'avait déjà averti, Suelen s'imposait dans notre cercle d'amis, alors que moi je ne faisais jamais la même chose avec le sien. Ça agaçait Nina parce qu'elle en connaissait la raison, Suelen voulait m'isoler. Pas étonnant qu'aujourd'hui,
parmi les amis de Suelen, il n'y ait aucun homme à part Polo, tandis que Nina reste la seule femme dans mon cercle. Nina était restée coincée à l'étranger à cause de la pandémie, mais elle est enfin revenue à New York le 3 novembre. Pour fêter ça, Ottavio, Joël et moi avons décidé d'organiser un dîner avec quelques verres chez Joël. Nous n'étions que 5, Ottavio, Joël, sa femme, qui est aussi la sœur de Nina, Nina et moi. Nous avons suivi les directives du CDC, nous prenions le virus au sérieux. Et c'est là que Nina, avec son esprit machiavélique habituel, a eu une idée géniale pour piquer Suelen, prendre quelques photos provocatrices dans le même style que celles qu'elle faisait avec Polo. Les photos que j'ai prises avec Nina étaient dans le même style que celles que j'avais découvertes de Suelen et Polo quelques mois plus tôt. Je les ai publiées sur mon Facebook et c'est exactement ce que nous avons fait. Le 5 novembre, Suelen a enfin remarqué. J'imagine que certains amis avaient vu mes publications et constaté à quel point j'étais trop proche de Nina. Ça l'a troublée, parce qu'elle croyait encore que je la trompais. Je suis sûr qu'elle a voulu accuser Nina, mais elle savait que Nina avait passé la majeure partie de l'année coincée en Europe à cause de la pandémie. Ça ne l'a pourtant pas empêché d'essayer de me faire une scène ce soir-là, en disant que j'avais été trop tactile sur ses photos. J'y ai vu une occasion en or de lancer le premier JAB vers mon cas au final. J'ai répondu. Et les photos à toi avec Polo, l'an dernier? Lui aussi était bien tactile. Mais tu m'as vu m'en vexer, chérie? Elle est restée figée, comme un cerf dans la lumière des phares. C'était la première fois que je mentionnais son nom dans toute cette histoire. Le petit hamster dans sa tête s'est mis à courir sur sa roue, cherchant une explication. Jusqu'ici, elle ignorait même que j'avais vu ses photos. Je n'utilise presque jamais Facebook. Quand je publie quelque chose, c'est rare, donc ça fait toujours son effet. Voilà pourquoi les photos avec Nina ont autant attiré l'attention dans notre cercle. Suelen a tenté de se justifier. Il est comme ça avec tout le monde, c'est juste un gars amical. Je sais ce que ça donne l'impression, mais il n'y a rien entre nous. Désolé si ces photos t'ont blessé, je peux les supprimer. J'ai répondu froidement. Non, ce ne sont pas les photos qui m'ont blessé. Mais, comme l'a dit le lieutenant Worf dans Star Trek, The Next Generation, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et c'est exactement ce que j'ai fait. À partir de ce jour-là, Suelen est devenue collante au point d'en être insupportable. Elle essayait sans cesse d'initier des câlins, de l'intimité. Je l'ai repoussée à chaque fois, tout en continuant d'archiver chaque message qu'elle échangeait avec Polo. J'étais déjà anesthésié. Tout désir de sauver ce mariage était mort des mois plus tôt. J'avais déjà abandonné le jour où j'avais lancé mon plan. Elle confiait à Polo que j'étais de plus en plus distant, que je semblais la haïr. Ce qui était vrai. Et puis est tombée la bombe, elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus le voir. Que la culpabilité était trop lourde. Qu'elle avait l'impression que le karma l'étouffait. Qu'elle ne pouvait pas courir le risque de me perdre. Elle lui a dit qu'elle l'aimait profondément, mais qu'elle m'aimait encore aussi, et qu'elle devait sauver son mariage avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, ma chère. 8 mois trop tard. Polo a perdu les pédales. Il a répondu avec des phrases mielleuses du genre. Il ne t'aime pas comme moi je t'aime. Tu fais une erreur. Tu ne peux pas simplement m'écarter comme ça. Mais cet échange allait être le dernier entre eux jusqu'à environ 3 semaines en arrière. Entre fin novembre et décembre, Suelen est restée dans un état de flottement. Elle essayait de déchiffrer mon comportement, sans jamais savoir si je la trompais réellement. Pendant ce temps, Polo bombardait son téléphone de messages tous les jours. Je voyais quand elle vérifiait l'écran puis le rangeait aussitôt, sans répondre. De mon côté, la phase 2 de mon plan était terminée. Papier du divorce prêt. Appartement loué à Coho City. Tout l'argent sur mon compte personnel. J'étais prêt à porter mon coup final. Jour de Thanksgiving. Mon fils aîné et sa petite amie ont organisé un petit dîner rien que pour la famille, eux deux, les parents d'elle, moi, Suelen et notre cadet. Ce fut une soirée merveilleuse. La petite amie de mon fils étudie pour devenir chef, et elle avait tout cuisiné seule. De quoi rendre jaloux n'importe qui. Comme je devais sauver les apparences, j'ai pris l'initiative de montrer de l'affection à Suelen plusieurs fois dans la soirée, baiser sur la joue, câlin, bras passés autour de ses épaules. Des gestes subtils, mais qu'elle absorbait comme si c'était le paradis. À noter, c'était la première fois que je la touchais depuis octobre, quand je lui avais embrassé la tête après notre confrontation.
2 mois sans aucun contact. Je ne vais pas mentir, ça m'a dégoûté. Mais je devais garder la comédie. Si j'avais montré de la froideur devant mes enfants et les parents de la petite amie, ça aurait éveillé des soupçons. Notre plus jeune fils a voulu dormir chez son frère ce soir-là. Alors Suelen et moi sommes rentrés seuls à la maison. Dans la voiture, elle m'a remercié. Merci d'être si bon avec moi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon amour, mais je suis là pour toi. J'ai dû retenir le rire maniaque qui menaçait de sortir. Je me suis contenté de répondre. Je sais. J'ai juste besoin de temps. Et puis, pour la première fois depuis le printemps, nous avons eu une relation intime. J'ai pensé, tu sais quoi? Puisque je vais l'effacer de ma vie, autant en profiter une dernière fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'était pas de l'amour. Quand ce fut terminé, elle est restée là, allongée, comme un morceau de viande, essayant de comprendre d'où venait le camion qui venait de l'écraser. Pas de câlin, pas d'étreinte. Je me suis simplement levé, j'ai pris une douche et je suis allé directement dans mon bureau. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon bureau, à sa grande confusion. Et détail, j'ai utilisé un préservatif, pour la première fois en 20 ans. Elle était déconcertée, mais n'a rien demandé. Bien sûr que je n'allais pas avoir de rapport sans protection, sachant qu'elle couchait avec Polo depuis des mois. Le lendemain matin, je me réveille et je vérifie mon application espionne. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait répondu à Polo. Le type a complètement perdu la tête, il a déclaré son amour, affirmant qu'elle perdait son temps à essayer de rallumer une flamme en moi qui s'était déjà éteinte. Il prétendait qu'elle avait vécu dans une prison avec moi pendant 23 ans et qu'elle méritait l'amour et l'affection d'un homme qui la valorisait. Détail, ce gars a 27 ans, seulement 5 ans de plus que notre fils aîné. Et pourtant, il était obsédé par une femme de 45 ans, mariée, mère de 2 enfants. Voilà le grand homme de valeur, pour lequel elle avait décidé de faire exploser notre mariage et de détruire le foyer que nous avions construit. Un joli garçon avec un côté sensible. Elle a répondu pratiquement la même chose qu'avant, qu'elle l'aimait, qu'elle avait apprécié le temps passé avec lui, mais qu'elle ne pouvait pas me perdre. Elle a dit que j'étais l'amour de sa vie, mais qu'il aurait toujours une place spéciale dans son cœur, tant qu'il acceptait de rester seulement ami. Le gars a supplié de la voir une dernière fois, cette semaine-là. Et bien sûr, elle a accepté. Un dernier pour la route, n'est-ce pas? Qui suis-je pour juger? J'avais fait exactement la même chose avec elle la nuit précédente. Tout dûment archivé dans mon dossier. 4 décembre. La phase 3 a commencé, la phase finale de l'opération Shinobi Ghost. Papier du divorce prêt. Nouveau bail signé. Il était temps de commencer à déplacer mes affaires, mais avant cela je devais parler à mes enfants. Ce vendredi soir-là, je les ai convoqués tous les deux dans mon bureau. J'ai mis les cartes sur table sans entrer dans les détails sordides, mais j'ai dit clairement, votre mère me trompe depuis plus d'1 an et je vais demander le divorce. Mon fils de 17 ans était anéanti. Il avait déjà connu la douleur de la trahison 4 mois plus tôt, quand sa petite amie l'avait trompé. Voir son cœur se briser à nouveau, cette fois à cause de sa propre mère, était cruel. Mon fils aîné a mieux encaissé la nouvelle. Il a proposé que son frère vienne vivre chez lui le temps que les choses se calment et j'ai accepté. Nous avons aidé le plus jeune à préparer quelques affaires. Il m'a demandé. « Papa, tu vas aller bien ?» J'ai répondu. « Oui, mon fils. Je vais aller bien. Et vous aussi. Je te le promets. Nous allons nous en sortir. » Et ils sont partis. La partie la plus difficile était faite. Il était maintenant temps d'armer les ogives nucléaires. Au cours des semaines suivantes, Ottavio m'a aidé à retirer mes affaires de la maison, petit à petit, sans que Suelen ne s'en rende compte. J'avais dressé une liste des choses les plus importantes et je lui avais laissé un double des clés. Je ne prenais que ce qu'elle ne remarquerait pas immédiatement comme manquant, sauf si quelqu'un lui en parlait. J'ai aussi acheté un nouveau téléphone et un nouveau numéro. J'ai donné mes coordonnées seulement à ceux qui devaient absolument savoir, Ottavio, Joël, Nina, mes enfants, ma sœur et ma mère. Pendant ce temps, je maintenais la comédie avec Suelen, lui offrant des miettes d'affection pour la rassurer, tandis qu'elle gardait encore quelques contacts avec Polo, moins intenses qu'avant, mais toujours émotionnels. Le brouillard n'était pas encore dissipé. Moi, je rassemblais tout. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout, relevés d'appels, messages, photos, emails.
J'ai imprimé chaque élément. J'ai dépensé plus de 1500 $ en fournitures, imprimantes, encre, papier, classeurs, pochettes. J'ai catalogué chaque preuve dans l'ordre chronologique, du début de la liaison jusqu'aux messages les plus récents, 2 semaines plus tôt, et j'ai rempli 14 classeurs. J'ai mis chacun d'eux dans une boîte, les ai emballés comme des cadeaux et adressés à plusieurs personnes. Ma mère. Ses parents. Ses 2 sœurs et son frère. Le service RH de son entreprise, je ne l'ai pas mentionné. Polo travaille dans la même boîte, et il y a une règle explicite interdisant les relations internes vu la nature du travail. Quelques-uns de ses amis. Les parents de Polo. J'ai chargé toutes ces boîtes emballées. J'ai apporté toutes ces boîtes à la poste le 16 décembre, avec une livraison prévue entre le 22 et le 24. Parfait. Réveillon de Noël. Suelen est rentrée à l'heure habituelle. Je ne sais pas si elle avait vu Polo, puisque j'avais arrêté de la tracer via l'application le 18, j'avais déjà extrait tout ce qu'il me fallait. Comme d'habitude, elle a pris sa douche, a passé un peu de temps avec moi et, oui, je l'ai terminé sur le canapé du salon. Je sais, j'ai été un salaud. Ensuite, elle est allée se coucher. L'heure était venue. Le missile nucléaire que je préparais depuis juin allait enfin être lancé. Au milieu de la nuit, je me suis levé, j'ai pris l'un des 3 classeurs restants, j'y ai collé les papiers du divorce sur la couverture intérieure et je l'ai posé de mon côté du lit avec un petit mot, « Joyeux Noël ». À côté, j'ai laissé mon ancien téléphone et la carte de visite de mon avocat. Puis j'ai préparé 2 sacs à dos avec mes dernières affaires essentielles et j'ai quitté, pour la dernière fois, la maison où j'avais vécu pendant 23 ans. Ça, mes amis, c'était il y a une semaine. Depuis, j'ai disparu. Fantôme. Shadow. Elle est bloquée de mon Facebook, mais pour une raison inconnue elle ne m'a pas encore bloqué. Cela me permet d'observer sa chute de loin. C'est absolument glorieux. Mes paquets sont arrivés à tous les destinataires. Ses parents l'ont condamnée sans la moindre pitié. Ma mère, ma mère l'a déchiquetée. Je savais déjà qu'elle avait un côté cruel, mais les choses qu'elle a dites à Suelen étaient inavouables. Suelen est désespérée, cherchant à savoir où je suis. Mais ceux qui savent gardent le silence. Sur Facebook, elle me supplie de la contacter. J'imagine qu'elle comprend déjà que je ne lui adresserai la parole qu'en présence d'avocat. Elle n'a aucun moyen d'inverser la narration pour me peindre en méchant. J'ai exposé sa trahison à tous ceux qui comptaient vraiment. Un ami commun qui bosse dans la même entreprise qu'elle m'a dit qu'elle et Polo avaient été mis en congé administratif. À ce qu'il paraît, 2021 allait commencer pour elle, au chômage. Des 2 classeurs restants, j'en ai donné un à mon avocat comme preuve finale pour la procédure de divorce. L'autre, je l'ai gardé dans un box, il sera brûlé dans la cheminée de Joël quand le divorce sera officiellement prononcé. Culpabilité. Aucune. J'ai fait tout ce qu'il fallait pendant 23 ans. Je lui ai donné la maison qu'elle voulait, la famille qu'elle voulait, la vie que je pensais que nous méritions. Je l'ai aimée inconditionnellement. Je n'ai jamais failli, jamais trompé, jamais même envisagé de rompre mes vœux. Chaque fois qu'il y avait un problème, j'en parlais avec elle. Nous avons toujours essayé de régler les choses. Elle, de son côté, a choisi la voie facile, chercher du réconfort dans le lit d'un autre homme. Elle n'est pas venue me dire qu'elle était malheureuse. Elle a préféré se coucher avec un gamin de 27 ans. Alors non, je n'ai pas le moindre regret. Elle peut brûler en enfer pour tout ce qu'elle m'a fait. Au pire, je perds la maison, une voiture et peut-être quelques dollars de pension. Mais comme le divorce a été déposé sous le statut d'adultère, les preuves accablantes que j'ai présentées devraient même m'épargner ça. Pour moi, elle est morte. Je ne regarderai jamais en arrière. Mise à jour 1. J'ai passé le jour de Noël dans mon nouvel appartement. Il n'était pas encore entièrement aménagé, mais il ressemblait déjà à un vrai chez moi. Mes enfants et la petite amie de l'aîné sont venus. Elle avait apporté des desserts et préparé un repas incroyable. Nous avons discuté comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps. Ma sœur est aussi passée avec des cadeaux et des encas. C'était la première fois qu'elle voyait ses neveux depuis près d'1 an. Si j'avais été seul, j'aurais probablement bu jusqu'à m'évanouir. Mais leur présence m'a fait un bien fou. Ils sont partis vers 8 heures du soir. J'ai alors décidé d'aller rendre visite à Joël et à sa femme Claudia. Je suis resté quelques heures, nous avons bu, puis je suis rentré chez moi. 29 décembre 2020.
J'ai reçu un message de Nina, tu es occupé ce soir? J'ai répondu que non. Nous avons convenu de nous retrouver après le travail. Nous sommes allés dans un restaurant à New York. À l'intérieur, seulement 25% de la capacité autorisée à cause de la pandémie. Nous nous sommes assis, avons commandé, et elle a mis toutes les cartes sur table. Elle m'a avoué qu'elle m'aimait depuis l'adolescence, mais qu'elle n'avait jamais eu la chance de me le dire parce que Suelen m'avait accaparé avant. Contexte, je connais Nina 2 ans de plus que Suelen. Elle a toujours fait partie de mon petit cercle d'amis avec Ottavio et Joël. Au lycée, Nina souffrait d'obésité et de diabète. C'était la gothique hors norme. Mais il y a toujours eu une alchimie entre nous. Aujourd'hui, Nina est coach sportive et prof de yoga. Le « vilain petit canard » est devenu un signe à couper le souffle. En résumé, nous avons décidé que, dès que le divorce serait finalisé, nous commencerions une relation. Et oui, j'ai couché avec elle ce soir-là. Je l'ai emmenée dans mon nouvel appartement et c'était merveilleux. De la honte? Aucune. Nina a toujours été une bien meilleure amie que Suelen ne l'a jamais été. Suelen n'a jamais été ma meilleure amie, mais en presque 25 ans que je connais Nina, elle m'a toujours soutenu. Ce jour-là, j'ai découvert qu'elle avait consciemment mis de côté ses propres sentiments pour que je puisse avancer et construire une vie avec Suelen. Ce geste a résonné en moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Cet altruisme, mettre les sentiments de l'autre au-dessus des siens, c'est la définition même du véritable amour. Je sais que ça peut paraître comme si j'essayais de me convaincre que coucher avec Nina était la bonne décision. Mais pour moi, oui, et j'ai bien l'intention d'explorer pleinement ce qui nous attend. Et passons à hier. Le jour où j'ai rencontré ma femme et son avocate pour discuter du divorce. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ma disparition de la vie de mon ex. Le lundi, j'ai reçu un appel de mon avocat m'informant que l'avocate de Suelen avait fixé une réunion le 6 janvier 2021 pour discuter des termes du divorce. Le mardi, je suis allé à son bureau pour discuter des conditions que je voulais. En résumé, divorce incontestable pour faute conjugale de Suelen. Mes termes, partage complet des biens, je lui vends ma part de la maison, chacun garde son véhicule, je conserve mon chalet dans les Poconos, et, sur la base de la négligence conjugale, elle ne reçoit aucune pension de ma part. Quant à mon fils de 17 ans, il aurait la liberté de choisir avec qui vivre et ce sera probablement avec moi. Mercredi. Je suis arrivé au bureau de mon avocat habillé de mon mieux. Suelen et son avocate étaient déjà là. Suelen avait l'air d'un chiffon, à peine capable de tenir debout. J'ai gardé un visage de marbre. Je ne vais pas vous ennuyer avec le blabla juridique, mais son avocate a présenté une proposition de réconciliation. Je l'ai refusée presque avant qu'elle ait fini de parler. En résumé, nous avons convenu d'une séparation légale qui mènera à un divorce incontestable. La seule modification fut que j'ai accepté de payer $653 par mois de pension temporaire pour couvrir les factures jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi. Oui, elle avait été licenciée. Et Polo aussi. Ce paiement durera jusqu'à 1 an après la finalisation du divorce. Je gagne suffisamment pour que cela ne m'affecte pas, même si elle met du temps à se replacer. Et elle a encore une bonne épargne pour subvenir à ses besoins un moment. Après 1 an, elle sera livrée à elle-même. Petit prix à payer pour me débarrasser d'une femme infidèle. La procédure devrait durer environ 3 mois. Si tout se passe bien, en avril je serai libre. Après la réunion, mon avocat m'a donné quelques derniers conseils et m'a dit qu'il me tiendrait informé de l'avancement. Dehors, dans la rue, Suelen m'a rattrapé et a demandé à me parler. J'ai pensé que je devais au moins écouter. Au bureau, elle avait tenu bon. Mais là, sur le trottoir, elle s'est effondrée en larmes. Elle a dit qu'elle regrettait, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Qu'elle n'avait jamais pensé tomber amoureuse de Polo, mais que, lorsqu'elle avait cru que je la trompais, elle avait compris à quel point ce qu'elle faisait était mal. Elle a demandé si je pourrais lui pardonner, si peut-être, dans quelques années, nous pourrions recommencer. Elle a dit qu'elle ne s'imaginait pas vivre sans moi. J'ai répondu. Alors commence à t'imaginer, parce que c'est la dernière fois que tu me verras ou m'adresseras la parole. J'ai expliqué que notre fils de 17 ans était presque un homme et pouvait décider de son avenir. J'ai dit que je lui avais donné la moitié de ma vie, chaque gramme d'amour que j'avais, et que, de ses propres mots, elle était tombée amoureuse d'un autre homme. Qu'il n'y avait aucune chance que je lui pardonne. Que l'amour que j'avais pour elle avait été tué, mois après mois,
pendant qu'elle se déclarait à Polo au lieu de venir me parler des problèmes de notre mariage. J'ai été direct. J'aimais la femme que tu étais autrefois. Mais je hais celle qui se tient devant moi aujourd'hui. Même si je ne te revoyais jamais, ce serait encore trop tôt. Nous étions là, au milieu du trottoir à Midtown Manhattan. Elle, pleurant désespérément, attirant l'attention des passants. Moi, impassible. Je ne comptais pas l'humilier publiquement, ça, je l'avais déjà fait socialement et professionnellement. Mais je devais libérer la dernière étincelle d'émotion qu'il me restait. J'ai conclu en disant. Je ne regrette pas les 23 ans où j'ai été ton mari. Ce que je regrette, c'est que, en 23 ans, tu aies choisi la facilité. Et ça, et je remercie les formidables fils de pute ici sur Reddit, car la phrase m'est venue à l'esprit quelques secondes avant de la dire, pendant 23 ans, j'ai cru qu'elle était à moi, mais en réalité, ce n'était que mon tour. J'ai mis mes écouteurs, je lui ai tourné le dos et je suis simplement parti. Plus tard dans la soirée, son père m'a appelé pour s'excuser. Il m'a dit qu'il m'avait toujours considéré comme un bon mari pour sa fille et qu'il avait honte d'elle, car il l'avait élevée mieux que ça. Je ne vais pas mentir, le vieil homme va me manquer. Mon père est décédé il y a des années et, depuis, il avait été comme une figure paternelle pour moi. Mais je ne peux pas m'imaginer garder le moindre lien avec la famille de Suelen après tout ce qui s'est passé. Après cet appel, je suis allé sur Facebook et, symboliquement, j'ai changé mon statut de relation en « divorcé ». Ce n'est pas encore officiel, mais pour moi, c'était fini. Comme toujours, quand je publie quelque chose là-bas, ça devient un petit événement et rapidement, plusieurs personnes ont commencé à m'envoyer des messages pour demander. J'ai tout expliqué, que j'avais déposé ma demande de divorce ce jour-là. Nina, bien sûr, m'a appelé, surprise, n'arrivant pas à croire que j'avais pris la décision si vite. Elle ne savait pas que la procédure était déjà avancée quand nous en avions parlé. Je l'ai invitée à venir, et évidemment elle est venue en courant. Nous avons fait l'amour à nouveau, mais cette fois elle est restée toute la nuit. Nous sommes restés allongés à discuter jusqu'à très tard, et je n'avais pas ressenti ce niveau de soulagement et de connexion depuis très, très longtemps. Nina me comprend. Et je ne me lasse pas d'être près d'elle. Depuis le jour où elle s'est ouverte à moi, je ne pense plus qu'à elle. Je sais que beaucoup diront que c'est mal d'aller de l'avant aussi vite. Mais pour moi, mon mariage s'est terminé le jour où Polo a laissé Suelen poser la main sur lui. Alors oui, je tourne la page. Le divorce est en cours et je vais commencer une relation avec Nina. J'ai dit plutôt à quelqu'un que je ne me remarierai probablement jamais. Mais ça, c'était avant que Nina m'avoue ses sentiments. Je ne peux pas nier que je ressens la même chose. Nous allons prendre notre temps, et nous n'annoncerons rien avant que le divorce avec Suelen soit officialisé. Quant à Suelen, peu m'importe ce qu'il lui arrivera. Elle peut même faire emménager Polo dans notre ancienne maison, ça m'est égal. Je vais recevoir l'argent de la vente de la maison en 4 versements tout au long de 2021, et mis à part les $653 que je verserai chaque mois sur son compte jusqu'à ce qu'elle se stabilise, je n'aurai plus jamais à la voir ni à lui parler. À tous ceux qui m'ont envoyé des mots de soutien, d'encouragement et de force, ma gratitude éternelle. Mise à jour 2. Hier soir, elle a tenté de mettre fin à ses jours. Depuis le réveillon de Noël, Suelen n'avait aucun moyen de me joindre, mais certains de nos amis communs gardaient encore contact avec moi. Hier soir, alors que j'étais dans mon appartement, j'ai reçu un appel vidéo sur Messenger d'une de ses amies, l'une des rares qui ne l'avait pas abandonnée après la révélation de sa liaison. Elle n'a pas perdu de temps, elle m'a dit qu'elle était allée chez Suelen et l'avait trouvée inconsciente dans sa chambre, écumant de la bouche, avec 2 flacons de médicaments vides à ses côtés. Suelen a été transportée en soins intensifs dans un état critique, mais stable. Les médecins ont dit qu'elle allait probablement survivre, mais qu'elle ne s'en remettrait pas indemne. L'ami m'a supplié, en pleurs, d'aller à l'hôpital. Ses parents et ses 2 sœurs étaient également présents. J'imagine qu'ils avaient été prévenus parce que Suelen m'avait encore listé comme contact d'urgence, et l'hôpital avait dû tenter de me joindre. Ma réponse a été simple. Non. Suelen n'est plus mon problème. Elle a clairement choisi la solution de facilité plutôt que d'affronter la honte et l'agonie d'avoir détruit un mariage de 23 ans. J'ai ajouté que, si sa famille était à l'hôpital, qu'il ramasse les morceaux. Mais moi, il n'existait plus de « nous deux ». Et j'ai mis fin à l'appel. Ce matin, après quelques heures de sommeil, mes fils m'ont appelé pour me demander si j'étais au courant. J'ai confirmé que oui, mais j'ai précisé que,
s'ils voulaient être présents et soutenir leur mère, je ne les jugerais pas et ne leur en voudrais pas. Elle reste leur mère, après tout. Mais moi, j'ai lavé mes mains d'elle. Je ne me soucie plus de ce qu'elle fait ni de ce qui lui arrive. Mes enfants ont été surpris par ma froideur, mais ont respecté ma position. Maintenant que la nouvelle de sa tentative de suicide s'est répandue, beaucoup d'amis qui s'étaient éloignés d'elle sont réapparus, affirmant que je devrais être à ses côtés. Que, malgré tout, je devrais la soutenir dans ce moment difficile. J'ai même appris que son amant avait tenté de lui rendre visite, mais n'avait pas pu, n'étant pas de la famille. Tout le monde essaie de me faire pression pour que j'aille la voir. Mais je ne ressens absolument plus rien pour cette femme. Il n'y a plus rien en moi à son sujet. Depuis longtemps, je me suis détaché émotionnellement, déjà pendant mon processus de vengeance, quand je jouais la comédie. Et je maintiens, je ne me soucie pas d'elle. Bien au contraire, cela ne fait qu'accroître mon mépris. C'est elle qui a trompé. C'est elle qui a jugé qu'une liaison de presque 1 an avec un gamin à peine 5 ans plus âgé que notre fils aîné valait la peine de réduire à néant 23 ans de mariage. Et maintenant, face aux conséquences, elle choisit la sortie la plus égoïste. Le pire, malgré cela, elle réussit encore à susciter la sympathie. Tous ceux qui l'avaient condamnée il y a quelques semaines reviennent maintenant en courant pour la réconforter. Et moi, évidemment, je deviens le méchant, l'ex-mari froid, insensible, sans compassion. Sauf son père. Il m'a rappelé et m'a dit qu'il respectait ma décision de ne pas venir. C'est comme si je n'avais jamais vraiment connu cette femme. 23 ans ensemble, et ça se termine ainsi. Oui, je sais, peut-être que la façon dont j'ai terminé les choses l'a conduite à cet état mental. Peut-être que ma manière de détruire sa vie a été le déclencheur. Peut-être que je suis réellement un sociopathe glacé. Mais, comme l'a dit Arthur Fleck, on récolte ce qu'on mérite. J'ai donné à cette femme la moitié de ma vie. J'ai été le meilleur mari possible. Je ne l'ai jamais trompée, jamais failli à mes vœux, jamais même envisagé de briser notre union. Et, selon ses propres mots, rien de tout cela n'a pesé dans sa décision. Elle a trahi parce qu'elle l'a voulu. Parce qu'elle a été égoïste. Donc non. Je n'irai pas la voir. Je n'ai plus l'intention d'interagir avec elle. Si cela fait de moi le méchant de l'histoire, qu'il en soit ainsi. Elle a fait ses choix. C'est maintenant à moi de faire le mien, choisir moi-même. Elle peut pourrir au fin fond de l'enfer, pour moi. Mon obligation de prendre soin d'elle s'est terminée le jour où nous avons signé l'accord de séparation. J'avais besoin de sortir ça de ma poitrine. Si quelqu'un veut me juger, qu'il garde ça pour lui. Après 23 ans et 2 enfants, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment connu cette femme. Je ne ressens aucune sympathie pour elle, et je n'en ressentirai jamais. Le père de Suelen m'a informé qu'elle avait été transférée des soins intensifs au service psychiatrique. Les médecins surveillent encore son état psychologique. Elle est consciente et lucide à nouveau, mais évidemment très atteinte. Son père a dit qu'elle avait demandé si j'étais venu la voir. Il a répondu que non, et elle s'est complètement refermée après ça. Il m'a aussi dit qu'il ne m'informerait plus que si je le demandais, car il comprend l'état d'esprit dans lequel je me trouve. De plus, j'ai déjà pris rendez-vous pour mon fils de 17 ans, la première séance de thérapie aura lieu lundi. Mise à jour 3. Après la tentative de « mettre fin à ses jours » de ma future ex-femme. J'écris ceci comme une forme de thérapie, une façon d'organiser mes pensées de manière pragmatique. Aujourd'hui, contre tout ce que j'avais dit dans mes posts précédents, j'ai décidé de voir Suelen. Cela fait 4 jours qu'elle est sortie de l'hôpital. Croyez-le ou non, c'est Nina qui m'en a convaincu. Elle m'a dit que la seule manière de réussir à mettre de côté mon mépris serait de la voir une dernière fois, dans son état de faiblesse. Alors, vers 18h, j'ai appelé Suelen pour la première fois depuis que je lui avais remis les papiers du divorce. Son « allô » n'avait rien de la voix vive et joyeuse que j'avais connue pendant plus de 2 décennies. C'était rauque, fragile. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle s'est mise à pleurer. Il lui a fallu presque 3 minutes pour se reprendre et réussir à parler. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, je l'ai informée que je viendrais la voir avant 20h. Elle a accepté. De mon nouvel appartement à Coho City jusqu'à notre ancienne maison, il y a 1 heure, 1h30 de trajet. J'ai pris une pizza en route et j'y suis allé. Je suis arrivé vers 19h47. Elle était déjà devant la porte avant même que je ne me gare. De près, j'ai vu les dégâts causés par ses choix.
Elle était plus maigre, mais pas de façon saine. Dans l'ensemble, elle avait l'air d'un zombie. La première chose qu'elle a tenté de faire, c'est de me serrer dans ses bras. Je l'ai immédiatement repoussée. Elle a compris le message, je n'étais pas là pour consoler. Nous sommes entrés et nous nous sommes assis dans le salon. Presque aussitôt, Suelen a dit qu'elle voulait se confier. Elle a avoué qu'elle n'arrivait pas à vivre avec la culpabilité de ce qu'elle avait fait à moi et au garçon. Elle a dit que, depuis le jour où nous avions signé l'accord de séparation, elle était tombée dans une spirale de culpabilité et d'angoisse qui avait culminé dans sa tentative de suicide. Elle m'a raconté que l'ami qui m'avait appelé de l'hôpital avait déjà remarqué son état et avait commencé à lui rendre visite régulièrement. Les médecins lui ont dit que, si elle avait été retrouvée seulement 1 heure plus tard, elle serait morte. Elle a reconnu avoir échoué en tant qu'épouse. Elle a dit que tomber amoureuse de Polo avait été une erreur, tout comme le fait de ne pas avoir reculé en voyant qu'elle s'enfonçait. Elle s'est excusée d'avoir partagé des détails intimes de notre mariage avec lui et d'avoir parlé en mal de moi pour justifier sa trahison. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé être capable d'une telle chose, mais elle l'avait fait. Elle a affirmé que, dans sa tête, elle croyait faire ce qu'il fallait. Mais quand elle a commencé à penser que je la trompais, le poids de sa propre trahison lui est tombé dessus comme une tonne de briques. Le sentiment de culpabilité et d'hypocrisie l'a étouffé, sauf qu'il était déjà trop tard. Elle m'a demandé à quel moment j'avais cessé de me soucier d'elle. J'ai répondu. La nuit où tu m'as accusé avec une telle conviction de te tromper, alors que tu savais très bien que toi-même tu le faisais déjà depuis des mois. C'est ce soir-là que j'ai perdu tout respect pour elle. C'est ce soir-là qu'est née ma détermination à exécuter mon plan. Elle m'a raconté que, lorsqu'elle s'était réveillée à Noël et avait vu le cadeau que j'avais laissé sur le lit, elle avait d'abord été ravie jusqu'à l'ouvrir et découvrir de quoi il s'agissait. Quand elle a compris tout ce que je savais, elle a dit qu'elle avait sombré dans la folie. Elle n'était plus entrée dans la chambre depuis ce jour-là. Elle a dit qu'elle avait tenté de me retrouver désespérément, mais que, sur Facebook, elle n'avait reçu que des critiques cinglantes d'amis et de membres de la famille, sans comprendre comment tout le monde avait su si vite. C'est alors que je lui ai révélé l'existence des autres classeurs. L'expression de choc sur son visage était inestimable. Elle a enfin compris que tous ses amis qui lui tournaient le dos, sa famille qui la condamnait, jusqu'à la perte de son emploi, avaient été orchestrés par moi. Elle est restée silencieuse, totalement muette. Pendant ce temps, je suis allé à la salle de bain. C'était dans un état lamentable, le miroir brisé, des produits éparpillés, la baignoire sale comme si elle n'avait pas été nettoyée depuis son hospitalisation. Quand je suis revenu au salon, elle était assise sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, en pleurs. Et honnêtement, je n'ai rien ressenti. Aucune colère, aucune haine et absolument pas une goutte de pitié. On dit que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. En la regardant, c'est exactement ce que je ressentais. Elle a levé le visage, les yeux rouges d'avoir trop pleuré, et a dit. J'ai tout gâché. J'ai détruit ce que nous avions. Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à gérer ça seule. J'ai répondu qu'elle avait sa famille, l'amie qui l'avait trouvée inconsciente, et nos enfants. Mais que moi, elle ne m'aurait plus jamais. Je lui ai dit que je n'étais là que pour lui donner la clôture dont elle avait besoin, mais qu'au moment où je franchirais cette porte, je ne regarderais plus jamais en arrière. Peu après, le sujet de Polo est venu. Suelen a raconté qu'il l'avait contacté 2 jours plus tôt. Ils avaient parlé pendant quelques heures, et elle avait fini par lui dire qu'il devait continuer sa vie, trouver une femme plus jeune et l'oublier. Le reste de sa conversation avec moi n'a été que répétition, excuse pour m'avoir trompé, demande de pardon, et la question de savoir si c'était vraiment la fin. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, sans hésiter. Oui. C'était fini bien avant que je ne te remette les papiers du divorce à Noël. J'ai senti que c'était ma sortie. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis levé, je l'ai laissé assis sur le canapé, j'ai refermé la porte derrière moi, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à mon appartement. Il est maintenant 2h56 du matin pendant que j'écris ceci. J'avais besoin de tout poser sur le papier tant que c'était encore frais dans ma mémoire. Et voilà. La saga de Suelen est terminée. Mon fils de 17 ans et moi avons déjà des séances de thérapie prévues pour les prochaines semaines. Nina et moi restons solides, maintenant notre plan de tout garder secret jusqu'à la finalisation du divorce. Je reste actif, motivé, tourné vers l'avenir aux côtés d'une femme qui m'a toujours valorisé et honoré,
même dans l'ombre, depuis des décennies. Il est temps de me concentrer sur la vie qui m'attend. Ce sera probablement mon dernier poste pendant un bon moment. Peut-être que je reviendrai quand le divorce sera officiel. À tous ceux qui m'ont envoyé des mots d'encouragement et de soutien, merci. À ceux qui ont salué mon plan de vengeance, je peux seulement dire que j'aurais préféré qu'il ne soit jamais nécessaire. Mais si je devais recommencer, je ne changerais rien, peut-être que j'aurais seulement fait davantage pour anéantir Polo au lieu de simplement le voir licencié. Et pour ce type isolé qui m'a attaqué en disant que je méritais cela parce que j'avais violenté ma femme, tu es délirant. Va te faire voir. Mise à jour finale. Le point qui inquiétait le plus beaucoup d'entre vous, mon fils de 17 ans. Quelques jours après mon dernier poste, il a commencé une thérapie. Je l'ai accompagné aux 2 premières séances, puis depuis, il y va seul, 2 fois par semaine. Cela lui fait beaucoup de bien. Il progresse, mais sa notion de confiance dans une relation a été complètement détruite. Le poids de l'infidélité de sa première petite amie, ajouté à la trahison de sa propre mère et à sa tentative de suicide, a laissé des cicatrices qui prendront peut-être des décennies à guérir. J'ai récemment découvert que son expérience avait été encore pire qu'il ne l'avait raconté. En réalité, il avait surpris son ex-petite amie en train d'embrasser un de ses amis, qui, apparemment, n'avait approché mon fils que pour se rapprocher d'elle. Il ne m'avait jamais confié cette partie-là. Mon cœur s'est brisé en l'entendant. Désormais, il a décidé de poursuivre la thérapie pour une durée indéterminée. Et je lui ai clairement dit, chaque fois qu'il voudra parler avec moi, aucun sujet ne sera tabou. Quant à moi, j'ai également commencé ma propre thérapie. Il est évident que, si vous avez lu mes récits, vous avez remarqué que j'ai un certain problème avec la colère. J'ai toujours été un homme contrôlé, calme. Mais cette expérience a réveillé un dragon endormi en moi. J'ai tout raconté à mon thérapeute. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Quand j'ai décrit ce que j'avais fait à mon ex, il a été à la fois impressionné et horrifié. Ce n'était pas la réaction à laquelle je m'attendais. Selon lui, je présente des tendances sociopathiques quand je suis provoqué. Rien d'étonnant. Nos séances ne sont pas dramatiques, mais plutôt organisationnelles. J'apprends à démêler toutes les pensées qui me hantent depuis l'implosion du mariage, pour tenter de retrouver un équilibre. Et enfin, l'éléphant dans la pièce, Nina. Honnêtement, je n'ai aucune idée d'où je serais sans elle. Je n'aurais jamais imaginé avoir à mes côtés une femme aussi attentionnée, empathique et réconfortante que Nina, qui m'aide à traverser tout ça. Nous sommes très bien ensemble et, même si nous essayons de garder notre relation secrète, dans notre cercle d'amis ce n'est déjà plus un secret. Elle me comprend, elle m'a toujours compris, depuis le lycée. Et comme elle aussi a déjà connu la douleur d'être trahie par la personne à qui elle avait donné sa vie, elle fait tout pour m'aider à gérer mes sentiments. Nous partageons notre temps entre sa maison et la mienne. Nous avons déjà parlé de vivre ensemble, mais sa fille de 5 ans a mis un frein à cela. Mon appartement ne peut pas accueillir 3 personnes et mon bail court jusqu'en 2022. Alors, pour l'instant, nous alternons, quand sa fille est chez son père, Nina reste avec moi, quand elle est avec elle, je vais chez elle. En parlant de sa fille, je l'adore tout simplement. Et elle aussi a développé une véritable affection pour moi. J'aimerais trouver les mots pour expliquer à quel point Nina a été importante tout au long de ce parcours. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes posts précédents, Nina a toujours été amoureuse de moi depuis la 2e année de lycée. Mais à l'époque, elle était le vilain petit canard, sans confiance, persuadée qu'elle n'avait aucune chance avec moi. Elle a vu en silence ma relation avec Suelen, notre mariage, la vie que nous avons construite, tout en gardant ce secret pendant plus de 25 ans. Ce n'est qu'une semaine après l'audience du divorce que Nina a décidé de tout avouer, lors d'un dîner où nous nous sommes retrouvés. Aujourd'hui, je me sens chanceux de l'avoir dans ma vie. Nous parlons beaucoup de l'avenir. Nous avons tous les deux été brûlés par le mariage, donc nous ne suivrons pas ce chemin. Mais nous avons déjà évoqué la possibilité d'une union civile. Nous allons attendre un peu, mais entre nous, c'est déjà clair, nous étions faits l'un pour l'autre. Et Suelen ? Je n'ai absolument rien à dire. Depuis la dernière fois que je l'ai vue, après sa tentative de suicide, j'ai coupé 100% du contact. Je ne sais pas comment elle va. Je ne veux pas savoir. Pour moi, elle est morte. La vie continue. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars pendant que j'écris ces lignes. Il ne reste qu'un mois avant que la procédure de divorce soit finalisée. Dans quelques semaines, je serai officiellement un homme libre et je compte les jours.
Correction. Dans mes posts précédents, j'ai écrit que j'avais été cliniquement diagnostiqué comme sociopathe. En réalité, mon thérapeute a seulement dit que je présentais des tendances sociopathiques quand je suis provoqué. Ce n'était pas un diagnostic, mais une observation professionnelle. Ah, et mon fils aîné n'a jamais eu l'intention réelle de faire du mal à Polo. Il avait seulement dit ça sous le coup de la colère. Le 13 avril, Suelen est devenue officiellement mon ex-femme. Au départ, mon avocat m'avait dit que la validation sortirait le 18. Mais, en raison de la réouverture progressive à New York avec la baisse des cas de Covid, la procédure a été finalisée quelques jours plus tôt. Le 12, mon avocat Jeff m'a appelé pour me demander de venir à son bureau le lendemain. Quand je suis arrivé, il m'a remis la notification de finalisation et m'a serré la main. Je n'ai pas pu simplement partir, je l'ai enlacé et je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Sur le chemin du retour, mon esprit tournait comme un film, des années de souvenirs, d'histoires, de vie. Quand je suis entré dans mon appartement, je me suis effondré au sol. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Mais ce n'était pas un chagrin. Pas du tout. C'était des larmes de libération. Mon âme s'est enfin sentie libre, après tant d'années enfermée dans l'abîme. Ce soir-là, le premier appel que j'ai passé a été à mon fils aîné. J'ai été bref, je lui ai simplement dit que c'était terminé, que sa mère et moi n'étions plus mariés. Il m'a demandé comment je me sentais. Je crois qu'il a deviné à ma voix que j'avais pleuré. J'ai répondu que j'allais bien. Ensuite, j'ai parlé à mon fils de 17 ans. Nous avons discuté pendant près de 90 minutes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout concernant sa vision des relations. Cela dit, mon fils aîné et sa fiancée prennent très bien soin de lui. Il continue, comme moi, sa thérapie. Plus tard, Nina est venue me voir, comme toujours. Et, évidemment, j'ai annoncé la nouvelle à Nina. Elle a simplement passé ses bras autour de ma taille et m'a serré fort, pendant que moi, oui, je pleurais encore. Quand j'ai réussi à me calmer, Nina m'a dit qu'elle ne me trahirait jamais, qu'elle m'aimait de tout son cœur et je sais que chaque mot était vrai. Peut-être que je recevrai des critiques pour dire cela, mais je ne regrette pas la vie que j'ai construite avec Suelen. Malgré tout, elle m'a donné 2 fils formidables. Mais il est clair pour moi, désormais, que j'ai choisi la mauvaise femme. Nina, en seulement 4 mois et demi, m'a donné tellement, et n'a jamais rien demandé en retour. Tout ce qu'elle veut, c'est que je sois présent pour elle. Je ne veux pas trop m'étendre à son sujet, mais la vérité, c'est que Nina est mon héroïne. Un autre événement intéressant après la finalisation du divorce, le boss, l'amant, m'a contacté. La première chose qu'il a faite a été de s'excuser pour son rôle dans toute cette histoire. Puis, il m'a raconté ce qui s'était passé après le dossier que j'avais envoyé à sa mère. En gros, il a été excommunié par sa propre famille. Sa mère, comme je l'avais découvert en préparant ma vengeance, est une catholique extrêmement dévote du genre à passer 3 jours par semaine à l'église. Pour elle, le mariage est quelque chose de sacré. Alors, quand elle a découvert que son fils avait détruit un mariage de presque 25 ans, elle est entrée en fureur, elle l'a chassé de la maison le jour même. Moins d'une semaine plus tard, lorsque son employeur a reçu le même dossier, il a été licencié. Depuis, il passe de canapé en canapé, essayant de trouver un nouveau travail. Il m'a dit qu'il aurait voulu me contacter plus tôt sur les réseaux sociaux, justement ceux où il m'avait bloqué pendant qu'il couchait avec Suelen, mais qu'il avait eu peur, car, selon ses propres mots, si tu as réussi à me retrouver une fois, tu pourrais me retrouver encore. J'aurais pu aller bien plus loin dans la destruction de sa vie. Mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai demandé quand il avait vu Suelen pour la dernière fois. Il a répondu qu'il ne l'avait pas revue depuis des mois, et que leur dernière conversation s'était terminée avec elle lui disant qu'il devait avancer, trouver une femme plus jeune et l'oublier. Au moins, cette partie correspondait à ce qu'elle m'avait dit elle-même. La conversation a duré une 20aine de minutes. Il a répondu à toutes mes questions, sans résistance, comme s'il cherchait une sorte de pénitence. À la fin, il s'est encore excusé. C'est alors que je lui ai répondu ceci. Tu es un homme de 27 ans qui va passer le reste de sa vie en sachant que ta propre mère te hait pour avoir détruit un mariage qui a duré presque autant de temps que tu respires. Je sais que tu es venu me voir parce que la culpabilité te ronge, mais je ne vais pas te donner la clôture que tu cherches. À 27 ans, je construisais un héritage. Aujourd'hui, toi, tu n'es qu'un briseur de foyer, sans emploi et sans abri.
Si tu es intelligent, tu en tireras une leçon. Si tu ne le es pas, tu resteras un raté jusqu'à mon âge si tu y arrives. Je pourrais te souhaiter bonne chance, mais tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin de remettre ta vie en ordre. Après cela, j'ai mis fin à la conversation et je l'ai bloqué. Ce n'était pas le genre de « clôture » qu'il cherchait, mais je pense que ces mots vont le hanter longtemps. Maintenant, l'événement le plus important. Le 4 mai 2021, Nina est devenue officiellement ma femme. Au cours des 2 derniers mois, nous avons eu de longues discussions sur ce que nous voulions pour notre avenir. Nina a clairement dit qu'elle n'avait aucune intention d'être avec un autre homme que moi. Elle veut porter mon nom. Elle veut être ma femme. Elle veut que j'adopte sa fille. Et je l'ai déjà dit, j'adore cette petite fille. Elle a eu 6 ans le mois dernier et m'idolâtre. Depuis son divorce, Nina n'a jamais présenté d'autre homme à Anna, sauf si elle était certaine qu'il resterait. Et moi, je suis resté. J'ai de l'expérience dans l'éducation des enfants, et Anna me voit déjà comme une figure paternelle. D'ailleurs, Anna et mon plus jeune fils sont devenus inséparables. Leur lien est magnifique, il a pris un rôle de grand frère protecteur, et elle le voit comme son frère. J'en ai parlé à mon thérapeute, et il m'a dit que c'était un excellent signe, même après avoir perdu son innocence trop tôt, mon fils voit en Anna quelque chose de pur qui mérite d'être protégé. Lundi dernier, nous sommes allés ensemble à la mairie et nous avons décidé d'officialiser. Il a fallu 24 heures pour obtenir la licence de mariage. Quand nous avons annoncé la nouvelle, la réaction a été la plus prévisible du monde. J'ai plaisanté en disant, comme si personne ne s'y attendait déjà. Ma sœur s'est contentée de dire, il ne reste plus qu'à prendre les paris sur quand le poste « nous attendons un bébé » va apparaître. Nous avons gardé notre relation secrète pendant tous ces mois, mais pratiquement tout le monde s'en était déjà rendu compte, donc, oui, c'en était presque amusant. Certains diront que c'était trop tôt, et oui, j'avais écrit dans mes réponses passées que je ne me remarierais jamais, mais tout cela était avant que la véritable dynamique entre Nina et moi n'éclate au grand jour. Cette femme m'a déclaré son amour inconditionnel et éternel. Elle s'est déjà allongée dans mes bras en pleurant, disant à quel point elle est heureuse, et comment jamais, au grand jamais, elle n'aurait imaginé avoir la chance d'être avec moi. Elle m'a décrit en détail ce qu'elle avait ressenti pour moi durant les 25 dernières années et comment, même lorsqu'elle était mariée, elle souffrait de l'idée que Suelen avait « gagné ». J'avoue que je n'avais aucune idée de la profondeur de ce sentiment. Elle a même avoué que, parfois, l'idée d'avoir une aventure avec moi lui avait traversé l'esprit, mais qu'elle ne pouvait pas être ce genre de personne. Et malgré tout, au fil des années où je l'ai connue, elle m'a tant donné, et demandé si peu en retour. Même la femme avec qui je me suis marié et eu 2 enfants n'a jamais montré autant d'amour que Nina m'en a donné. Je serais un idiot de ne pas lui donner mon nom. Et désormais, elle le porte. Je n'ai pas parlé à Suelen depuis la dernière fois où j'ai visité notre ancienne maison, cela fait presque 4 mois. Mais des amis communs, les rares qui restent, m'envoient parfois des nouvelles. Par l'un d'eux, un agent immobilier que je connais, j'ai appris qu'elle avait vendu la maison. Il lui a aussi donné un emploi d'assistante administrative dans son cabinet et, en faisant cela, a annulé les paiements d'assistance que j'étais obligé de lui verser à cause de son chômage. Elle vit maintenant dans un petit appartement près de son bureau, qu'il l'a également aidé à trouver. Elle fonctionne, mais elle n'est plus que l'ombre de la femme qu'elle était. Elle a à peine repris du poids et reste isolée. Elle travaille, puis rentre chez elle sans socialiser avec qui que ce soit, en dehors de lui. Probablement parce que, eh bien, c'est justement en socialisant avec des collègues de travail que tout cela avait commencé. La dernière mise à jour que j'ai eue à son sujet remonte à la fin mars, lorsque j'ai remercié cette amie de prendre soin d'elle, mais en lui précisant clairement que je ne voulais plus de nouvelles. Elle n'est plus mon problème. Je suis presque certain que Suelen sait déjà pour Nina et moi, car certains de ses rares amis communs ont fait des commentaires à ce sujet. Et comme mon fils cadet n'est plus qu'à 1 an de devenir légalement adulte, je n'ai plus aucune raison de parler avec elle. Et je ne le ferai pas. Et voilà. Mon parcours de trahison, de vengeance et d'agonie mentale est terminé. Sincèrement, à toutes les milliers de personnes qui m'ont donné des conseils, souhaité bonne chance et m'ont encouragé tout au long de cette histoire, merci. Pouvoir partager mon expérience et aider d'autres qui traversent le tourment de l'infidélité m'a rendu plus humble et, d'une certaine manière, m'a béni. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, si je comprends bien, Madame a trompé son mari pendant presque 1 an, détruit sa propre famille, tenté de jouer la victime et au final, elle reçoit quand même un emploi offert par un ami commun.
Si ça, ce n'est pas le lot de consolation le plus ironique du monde, je ne sais pas ce que c'est. Au moins, notre narrateur est reparti avec sa vengeance, sa liberté et, en prime, une femme qui le valorise vraiment. Happy end? Pour lui, oui. Pour elle, il ne reste que l'ombre de ce qu'elle était.